ce qui concerne maintenant la partie des pics, donc la partie suivante, au 5-5, les écrans sont très très importants, et en particulier les pick and roll. Les pick and roll, ça fait des années que ça existe. Moi, quand j'étais gamin, je jouais déjà les pick and roll, mais alors maintenant il n'y a pas de match en pick and roll. Il y a des coachs qui sont adeptes à 100% des pick and roll, donc un petit peu moins, mais quoi qu'il arrive, c'est indéniable que les pick and roll et les main à main, qui sont pour moi pareil, c'est une forme de pick and roll, le main à main, c'est la même famille, pick and roll et main à main. Pour nous, c'est pareil, c'est prioritaire. C'est prioritaire par rapport à l'ensemble des pics. C'est dans ce sens-là que je vous dis que c'était prioritaire. Ça ne veut pas dire que pour les écrans non porteurs ne sont pas importants, mais ils ont moins d'impact pour nous au niveau du 3-3 que les pick and roll et les mains à main. Voilà. Donc là-dessus, il y a vraiment alors, des différences forcément parce que au niveau des aides défensives, ça va être différent. Au 5-5, les pick and roll défensivement sont travaillés dans une perspective défensive organisée à 5 la plupart du temps, avec plein d'options sur le on peut faire du step out, on peut glisser, j'en passe de meilleurs, on peut refuser les écrans, etc., etc. Je vais parvenir sur le 5-5 et toute l'organisation, les placements à l'opposé, tout ça, c'est très travaillé par les entraîneurs. Nous, on est moins nombreux, il y a moins d'aide. Pourquoi il y a moins d'aide? Parce que si vous commencez à aider de front, vous allez favoriser peut-être un joueur à l'opposé, une passe à un joueur à l'opposé qui va vous marquer 2 points. Et pour nous, prendre 2 points, c'est grave, quoi. Donc, des fois, à la limite, il vaut presque mieux prendre 1 point, tant pis, sur un pick and roll, voilà, plutôt que d'aller vraiment s'exposer de trop et risquer de prendre un tir à 2 points. Donc, il faut qu'on soit très, très vigilant. Ça ne veut pas dire que l'aide n'existe pas. Elle existe essentiellement à 2, hein, au 3-3, c'est-à-dire que c'est entre les 2 joueurs concernés, les 2 défenseurs concernés qu'on va s'entraider. Hein. Donc, nous, on a 2 options, c'est soit on switch, soit on essaie de passer avec. Et le 3e joueur, il est souvent moins concerné parce qu'il est quand même attentif à ce qui se passe à l'opposé. Et pas trop venir solliciter les aides. Donc du coup, on travaille énormément les pick and roll. Donc, l'objectif des pick and roll, comme dans le 5-5, c'est de créer des mismatchs, clairement. Hein. Donc, par exemple, une joueuse de grande taille, on a Anna Maria Philippe qui va faire un écran porteur sur une Maria Pagé, par exemple. Et puis, comme on sait que la défense souvent switch, eh bien, on va dire que la joueuse la joueuse intérieure va sortir sur la devant. Et donc là, on va pouvoir avoir évidemment des tâches positionnelles sur le rôle. Donc ça, c'est le grand classique du pick and roll. Je n'invente rien. C'est vraiment, mais nous, on essaie vraiment de travailler pour le mettre en avant. Voilà, c'est cette notion de mismatch. Ça permet d'obtenir des tirs faciles en mouvement. Je parlais d'Anna Maria Philippe, mais on s'aperçoit en définitive avec Anna qu'elle est beaucoup plus à l'aise en définitive pour scorer près du panier à partir d'un pick and roll que souvent sur une position arrêtée. Parce que c'est plus compliqué pour elle d'aller fighter, d'aller se bagarrer dos panier, que quand elle est sur un pick and roll, elle est dans le mouvement et elle est beaucoup plus à l'aise. Donc ça, c'est le cas de beaucoup de joueurs qui sont bien à l'aise dans les mouvements. Mais, voilà, donc obtenir des tirs faciles de mouvement, solliciter les aides défensives de temps en temps s'il y a des aides défensives publiques pour scorer à l'opposé. Voilà. Et puis forcer les close-out défensifs pour, comme on a vu tout à l'heure, tenir des tirs ou des drives. Toute la gamme des pick and roll est utilisée. On va dire que prioritairement, on va dire c'est soit des pick and roll dans l'aile, ce qu'on appelle rentrant, c'est-à-dire le joueur va rentrer vers l'axe central, et le joueur va rouler, puis le 3e joueur va être à l'opposé. Voilà. Après, ça peut être des pick and roll dans l'axe. Voilà. Et puis, on essaie aussi d'enchaîner plusieurs pics. Par exemple, ça peut être pic, repic, ça peut être le main à main qui va s'enchaîner avec un pick and roll derrière. Bon, ça, c'est toutes les petites choses qu'on peut mettre en place pour poser des problèmes à la défense. Parce qu'en définitive, c'est clairement ça. C'est poser des problèmes à la défense, l'obliger à switcher ou pas switcher, se retrouver avec des avantages, soit des mismatchs, soit des avantages concrets. Voilà, c'est ni plus ni moins ça. Hein. C'est un pick and roll, ça sert à ça. Ou alors, éventuellement, trouver un bon tir aussi. Tir extérieur à 2 points possible. Le jeu d'écran non porteur, il existe. Notamment, ce qu'on aime bien, c'est souvent les backpicks. Et ce que j'ai mis là, c'est-à-dire
quand on va faire, quand un joueur intérieur, par exemple, qui sort la balle, va poser un écran à l'opposé et va faire un backpick, souvent la défense switch. Donc le joueur intérieur va prendre le petit et le petit va prendre le grand. Sauf que le grand, quand il a posé son écran, s'il maintient sa position en se retournant, il est en avantage positionnel. Donc c'est toutes ces petites astuces qu'on va essayer de travailler comparé à l'entraînement. Donc le jeu d'écran non porteur, il existe. On ne score pas beaucoup directement sur les écrans non porteurs pour avoir retravaillé beaucoup les vidéos. C'est pas là-dessus qu'on va scorer beaucoup. Ça permet simplement d'obtenir des petits avantages. Et souvent, le scoring, il est fait 2-3 secondes après l'écran. Ce n'est pas directement l'écran qui va permettre le scoring, mais ça va permettre une petite première désorganisation de l'attaque, de la défense, pardon, et qui va permettre ensuite peut-être à un joueur Donc le jeu autour des pics, je pense que là, il y a une entre les deux, bien évidemment. À la différence près, c'est qu'il y a moins de monde sur le terrain, il y a moins d'aide, etc. Bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, quand on travaille les pick and roll en 3-3, on peut les transposer au 5-5 et inversement quasiment. Voilà. Un bon joueur de pick and roll, que ce soit un poseur d'écran ou un bon joueur de pick and roll, un extérieur qui fait un pick, il va se régaler encore plus au 3-3 parce qu'il aura encore plus d'espace pour jouer. Voilà. Donc, on peut essayer de voir si on peut regarder la vidéo. D'une manière générale, que ce soit, ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce soit sur le jeu au large, que ce soit sur le jeu d'écran et sur le jeu posté n'importe quoi, la lecture de jeu, l'observation de la défense est fondamentale. Et ça, c'est vraiment important. C'est peut-être la petite différence qu'il peut y avoir au 3-3 et au 5-5. Au 3-3, pardon, au 5-5, on est dans des formes de... On annonce les systèmes de jeu, il y a des choses très très cadrées. Alors, il y a des entraîneurs qui sont qui laissent un peu plus d'initiative aux joueurs, d'autres un peu plus comment, etc. Peu importe, on ne va pas débattre là-dessus, mais on est tous d'accord, unanime, pour reconnaître qu'au niveau, le jeu est très cadré, très structuré, très organisé, très préétabli. Voilà. Après, c'est la qualité des joueurs qui va faire la différence, c'est évident. Nous, on est vraiment dans la lecture de jeu en permanence. Donc, on est vraiment, on n'est pas du tout dans ce registre. On est dans le registre de l'observation, de la mise en place rapide de quelque chose qui va permettre une organisation offensive. Ce n'est pas l'anarchie, on ne fait pas n'importe quoi, on travaille en amont, on propose des choses intéressantes, mais on est en lecture de jeu permanente. Ça, c'est vraiment peut-être la petite différence entre les deux activités, même si, in fine, au 5-5, on retrouve quand même cette notion de lecture de jeu, bien évidemment, et des grands joueurs qui savent parfaitement lire les défenses et trouver toujours les bonnes solutions. Mais c'est vrai que nos joueurs sont un petit peu préfabriqués, on va dire, d'une certaine manière. Et quand ils arrivent chez nous au 3-3, ils sont un peu, des fois au départ, ils sont un peu surpris, on va dire. Voilà, et il leur faut un petit peu de temps pour s'adapter, mais en général,
ils adorent cette forme de liberté de jeu qui leur permet de s'exprimer voilà, sans avoir à faire des actions tout à fait préétablies à l'avance ou c'est un petit peu mécanique, on va dire. Voilà, on pourrait exagérer un petit peu. Voilà. Bon, en tout cas, c'est cette forme de liberté sous contrôle que les joueurs aiment retrouver. Et une fois de plus, un très très bon joueur de 5-5 qui possède des bons fondamentaux se régale au 3. Le dernier point de cette partie, la grosse partie, c'est-à-dire pour moi c'est le jeu, ce qu'on appelle le jeu continu, hein, tout le jeu qui se fait. Et la notion de jeu continu, c'est vrai que je n'ai pas insisté peut-être assez sur le fait qu'au 3-3, il n'y a pas d'arrêt. Contrairement au 5-5, il n'y a pas de temps d'arrêt, il n'y a pas de remise en jeu sur le côté, on enchaîne le jeu enchaîne, ça va vite. C'est d'ailleurs très très fatigant, les joueurs qui arrivent les premières fois, ils sont exténués, ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'enchaîner aussi vite. Ça a beau être un match très court, ça peut être du temps, voilà, tout va vite, et il faut un cardio spécifique, et souvent les joueurs sont épuisés au bout de quelques minutes, et on voit bien les joueurs expérimentés au 3-3 ont un cardio spécifique et font la différence souvent en fin de match parce que les autres sont morts. Voilà. C'est pas exactement le même effort. Le jeu posté, alors ça c'est tout à fait personnel, c'est après, suite à mon expérience quand même depuis 2012, on s'est rendu compte qu'en définitive, il n'était pas si rentable que ça, le jeu posté. C'est la raison pour laquelle nous, on ne l'interdit pas, on en fait un peu, mais en tout cas, on ne va pas trop en faire non plus, on ne va pas insister. D'abord, je disais, il faut donc en définitive, les tirs ne sont pas si simples panier, quand vous êtes poussé, tout ça, il y a énormément d'échecs. Donc le pourcentage de réussite près du panier, contrairement au 5-5, il est moins bon. Et puis, voilà, c'est très fatigant. Quand vous êtes un joueur intérieur, vous bataillez, le cardio monte très très vite, donc c'est fatigant. Ça occasionne beaucoup de balles perdues, que ce soit quand de vouloir donner la balle à l'intérieur, il y a beaucoup de joueurs, défenseurs qui passent devant, qui mettent des coups, etc. Comme je vous dis, il y a une forme de permissivité, bon, tort ou à raison, mais c'est comme ça. Du coup, c'est pas sifflé et on se fait voler beaucoup de ballons. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de balles perdues. Et puis, ça affiche le jeu pour moi. C'est-à-dire que quand on donne la balle et puis que le joueur commence à rester à jouer, même s'il y a un règlement spécifique de 5 secondes, c'est-à-dire que quand vous avez la balle au 3-3, vous devez jouer. C'est-à-dire que si vous avez gardé la balle 5 secondes, on peut vous siffler une violation. Voilà. Donc tout ça pour dire que le jeu posté, il est pas inintéressant, mais on ne cherche pas non plus à en faire de trop. Il est très intéressant sur le jeu de transition, ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, qu'on a vu quand on sort la balle rapidement et qu'on maintient son post-up, et là on reçoit la balle et là on score. Là, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant sur les mismatchs après le pick and roll. Mais voilà. Mais nous, on n'est pas une équipe à jouer systématiquement le gros intérieur, etc. Il y a des équipes, je pense les filles chinoises, les filles espagnoles qui ont des joueuses costauds intérieurs, qui jouent un peu plus là-dessus. Mais nous, on est plus sur un jeu dynamique, extérieur, de la vivacité, de l'adresse. On est plus dans ce jeu-là. En revanche, on va essayer d'utiliser le jeu posté pour faire un point de fixation. Le jeu posté, c'est-à-dire le middle post. On va voir tout à l'heure derrière la slide. On peut passer à la slide d'ailleurs directement, comme ça, ça va être peut-être plus clair avec un schéma. Voilà. Donc le principe du jeu autour du middle post. Donc nous, comme je le dis bien, le middle post, c'est-à-dire que ce n'est pas le poste bas ni le poste haut, c'est vraiment le middle post. Pourquoi? Parce que ça permet de couper soit en bas, soit en haut. Hein, si on est en poste bas, la coupe par le fond est très compliquée. Il n'y a pas si vous êtes en middle post, on va par exemple, c'est un exemple, hein, c'est pas, voilà, ce sont 3 petits exemples, très simplistes, très simples. Pardon, c'est pas le mot, très simple. Donc le joueur passe la balle au joueur middle post. On s'aperçoit que souvent quand il coupe, il peut recevoir le ballon sous le panier. C'est-à-dire que quand il coupe, le défenseur, souvent, il a un petit peu de retard. Il suffit qu'il ne regarde pas la balle et qu'il regarde son joueur. Et là, si on a un bon passeur, il fait une petite passe lobée au-dessus. Et on peut avoir quelques paniers faciles sous le cercle par le joueur numéro 1. À ce moment-là, même on redevient côté ballon pour essayer peut-être d'avoir un bon tir de loin. Ça, c'est le premier schéma. Le deuxième schéma, c'est un petit peu pareil. Mais cette fois-ci, le joueur numéro 1 ne coupe pas dans ligne de fond
il vient placer un écran non porteur et il coupe ensuite. Donc ça peut être aussi un jeu vraiment de coupe, de fin d'écran et d'enchaînement. Voilà. Et puis la troisième partie, c'est juste on ne coupe pas, on est dans le travail positionnel, c'est-à-dire qu'on passe, on va se déplacer pour créer des espaces et notamment demander aux joueurs intérieurs d'essayer de renverser la balle pour essayer d'obtenir un bon tir de loin. Ça, c'est ce que, par exemple, demande beaucoup avec les filles, avec Anna, par exemple, de demander beaucoup de retravailler, de ressortir la balle à l'opposé, parce que souvent, on peut avoir des très bonnes situations de tir de loin par la joueuse numéro 2. Et en plus, derrière, on a le rebond offensif par nos deux joueuses à l'opposé qui vont aller se positionner pour le rebond. Voilà. Donc, c'est plutôt voilà, middle post, c'est comme ça qu'on va l'utiliser. La partie suivante, c'est donc le rebond offensif. On en parlait tout de suite. Donc, le rebond offensif, pour moi c'est très important. Quand j'ai été entraîneur des équipes de France de jeunes, notamment la génération 88-89, quand on a été champion d'Europe, ensuite on a fait la Coupe du Monde, etc., on a eu des bons résultats avec des grands joueurs. Je ne vais pas tous les citer, hein, Nico Batum, entre autres, Antoine Dio, Moerman, j'en oublie plein, bien évidemment, ils sont tous très forts. Eh bien, à cette époque-là, en 2006, hein, ça fait un petit moment, donc on est dans le 5-5, on n'était pas dans le 3-3, le 3-3 n'existait pas encore à cette époque-là, de la manière qu'on le connaît actuellement. Mais en tant que coach, j'étais déjà très marqué par le rebond offensif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on travaillait systématiquement en entraînement. Hein. C'était une partie importante. J'avais d'ailleurs missionné un des assistants sur cette notion de rebond, de telle manière à ce qu'à chaque entraînement, on focalise sur le rebond. Voilà. Moi, je n'étais pas tellement un coach de système. On avait quelques systèmes de jeu comme tout le monde, mais on va dire que je ne prenais pas trop la tête non plus à passer des heures à répéter le système. Par contre, en revanche, le travail de rebond offensif me semblait très intéressant parce que pas si difficile que ça, ne requiert pas de qualité exceptionnelle, hein, technique en particulier. C'est simplement une question de placement et d'opportunité et de volonté. Donc, quand j'étais coach de 5-5, j'ai été marqué par le rebond, défensif, offensif. C'est vraiment un domaine dans lequel moi je m'investissais et que j'investissais mes joueurs énormément. Donc forcément, au niveau du 3-3, c'est évident que je l'ai aussi et j'insiste énormément sur le travail du rebond offensif, voilà, avec des similitudes bien évidemment par rapport au 5-5 et aussi des particularités. Au niveau c'est tout simple, vous savez, des fois il ne faut pas chercher midi à 14h, il ne faut pas chercher des choses compliquées. On sait très bien que quand il y a un tir de loin derrière la ligne des 6 mètres ou 5-15, en cas d'échec, le rebond va aller 70-75% du temps à l'opposé. Ça, c'est statistique. Donc, il suffit de placer vos deux joueurs dans cet espace-là pour que déjà, vous ayez une chance, quasiment une chance sur deux d'avoir la balle en cas d'échec. Donc, nous, voilà, on va chercher systématiquement à venir mettre les joueurs dans les bons espaces. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la balle à chaque fois, mais on va dire qu'on va être en capacité d'avoir la balle. Après, ça va être le rebond, le machin, la technique du joueur. Là, c'est la technique qui peut être un peu qui rentre en jeu, mais voilà. C'est la raison pour laquelle, au 3-3, vous avez beaucoup de joueurs de petite taille. Je pense Marie-Ève Paget, Caroline Herriot chez les filles, je pense à Antoine Dio, par exemple, chez les garçons, là, actuellement, voilà, ou plein d'autres. Enfin, des exemples, il y en a plein. Des joueurs qui s'investissent beaucoup dans le rebond. On n'a pas, nous, contrairement au 5-5, on n'a pas cette notion de repli défensif. Donc ça aussi, c'est quand même une différence aussi fondamentale. Ce qui fait qu'on peut s'investir beaucoup plus dans le rebond. Voilà. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel chaque joueur peut s'exprimer, quelle que soit sa taille. Et je vous dis, il y a beaucoup de joueurs de petite taille qui sont excellents au niveau du rebond, parce qu'ils vont très très vite, ils arrivent au moment où la balle arrive, et avant que les grands aient pu bouger, ils sont déjà là et on prend beaucoup de rebonds. Donc c'est un point fort de nos équipes, on travaille beaucoup à l'entraînement, voilà, donc c'est pas non plus inné, ça ne vient pas comme ça. C'est le fruit d'un long travail, d'une répétition permanente, de travail de vidéo, de fait d'insister tout le temps avec les joueurs, les joueurs. Voilà. Pour nous, bien évidemment des seconds tirs, d'obtenir des tirs
souvent un fort pourcentage de réussite avec des fautes provoquées. Et puis, on met la pression sur l'adversaire. On gêne sa transition. Quand on est en présence permanente au rebond off, on empêche l'adversaire de prendre le ballon facilement, de pouvoir faire sa sortie de balle, etc. Voilà. Mais ça, c'est pareil au 5-5. Moi, par exemple, au 5-5, je fais toujours des parallèles, c'est l'objectif. Et je reviens toujours sur mon expérience, alors certes, qui est assez ancienne maintenant, hein, mais bon, ça fait une quinzaine d'années. Le basket a changé, mais il n'a pas non plus, c'est pas non plus révolutionné. Je pense que ce qu'on avait mis en place il y a une quinzaine d'années pour être tout à fait valable maintenant. En tout cas, nous, avec les équipes de France, on mettait systématiquement 3 joueurs en rebond français. Donc, on avait, on avait 2 joueurs qui repliaient, qui assuraient le repli, et les 3 autres bataillaient dur pour le rebond. Et on prenait beaucoup de rebonds. Un chiffre vraiment quand on est champion d'Europe en 2006 avec les jeunes, on a 48% de rebonds offensifs. C'est-à-dire que c'est énorme. C'est-à-dire que c'est pratiquement un ballon sur 2 raté, on avait le rebond offensif. Donc, mais c'était parce qu'on avait travaillé énormément à l'entraînement. Et on venait positionner les joueurs, non pas en fonction de leur taille, mais en fonction de leur placement sur le terrain. C'est-à-dire que si on avait un poste 4 qui tirait à 3 points dans l'axe, il allait pas au rebond, il revenait en défense. Mais par contre, si on avait un meneur qui était dans le corner, il pouvait très bien aller au rebond offensif. C'était plus une question de positionnement des joueurs sur le terrain qui allaient occuper l'espace du rebond offensif. Là, je parle du 5-5, hein, qui allait occuper intelligemment l'espace du rebond de telle manière à avoir des rebonds offensifs et remettre des paniers. Voilà. Alors, au 3-3, j'ai gardé forcément cette logique. Et nous, on va faire participer les 3 joueurs au rebond offensif. Voilà. C'est la différence qu'il y a entre le 5-5 et le 3-3, c'est-à-dire que nous, le tireur, pour nous, et on travaille à l'entraînement, le tireur suit son tir. Il tire et il va essayer d'enchaîner derrière pour avoir le rebond, au cas où il tire, fasse un tir court et que le ballon revienne de son côté. Et alors on va le voir sur la vidéo, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a 2 slides, 2 vidéos où on voit justement cette partie spécifique. Mais cette notion de rebond offensif, elle doit être travaillée et inculquée dès l'entraînement. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Donc, c'est comme toutes les choses du basket, hein, c'est 5 les fondamentaux. Bien sûr qu'il y a énormément de choses que les gens apprennent par eux-mêmes, en regardant les matchs, en allant sur les playgrounds, et ça, c'est très intéressant, c'est évident. Hein. Mais il y a aussi des choses que les entraîneurs doivent faire travailler aux jeunes, pour qu'ils acquièrent des outils, pour qu'en match, ils puissent véritablement être très très forts techniquement. Plus un joueur va être fort techniquement, il va avoir les outils pour réagir. Donc là, c'est vraiment très spécifique. Et donc, le rebond offensif, pour nous, représente, pareil, entre 10 et 15% environ, 15 à 20%. Nous, on est un petit peu plus que les adversaires, mais je pense que d'une manière générale, c'est 10-15% du nombre de points scorés dans un match sur le rebond offensif. Et je pense que les équipes de France, on est un tout petit peu au-dessus. Parce que justement, d'abord, on a des qualités, je pense aussi, des qualités physiques et tout, mais pas que. Il n'y a pas que les qualités physiques. Pardon. Quand je reprends l'exemple d'une Marie-Ève Paget, d'une Caroline Ariot, ce sont des joueuses petites qui ont des qualités physiques, bien évidemment, de vitesse, hein, voilà, mais elles n'ont pas des qualités physiques de saut, c'est ça que je veux dire. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, certes, c'est important de savoir sauter haut, mais il n'y a pas que ça. Dans le rebond, il n'y a pas que ça. C'est le placement, la volonté, la détermination, la lecture de la défense, comment on peut travailler le défenseur pour, par exemple, le pousser sous le cercle, alors, dans la limite du règlement, bien sûr, le pousser sous le cercle pour l'empêcher qu'il prenne le rebond défensif, et vous aller à la balle. Ça, c'est des choses qu'on peut apprendre à des jeunes. Et à des jeunes et à des moins jeunes, d'ailleurs, à tout le monde. Voilà. La dernière partie de l'aspect offensif va concerner ce que j'appelle les situations arrêtées. Alors, à moins que vous ayez, je vais vite, à moins que vous ayez peut-être, Christian, si vous voulez, peut-être que de temps en temps, on fasse qu'il y ait des questions. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Je ne sais pas comment tu vois les choses. Richard, ce qu'on avait dit au départ, c'est que les questions, on allait les poser à la fin.
Donc peut-être qu'on va te laisser terminer ta présentation. Ok, d'accord. Il y a des questions qui sont arrivées dans le chat. Génial. Laurence les récupère et elle va Génial, nous les poser super. après. Bon, de toute façon, on arrive un peu à la fin là. On arrive sur les situations de check et puis après j'aurai deux, trois mots pour conclure justement sur la cohérence entre les deux disciplines. Donc les situations de check, c'est des situations de jeu arrêté qui sont, alors là pour le coup très spécifiques au 3-3, mais qu'on va retrouver au 5-5 sur toutes les situations de remise en jeu, que ce soit la remise en jeu ligne de fond, la remise en jeu latérale, ce sont des situations de jeu arrêté. Nous, la spécificité au 3-3, c'est que la remise en jeu, elle se fait dans l'axe central, derrière la ligne des 6 mètres 75, avec le fait que le défenseur donne la balle à l'attaquant et à partir de là, il enchaîne. C'est nous, les situations de check, c'est là où on va retrouver peut-être des systèmes de jeu. Voilà. C'est là une similitude un peu plus avec le 5-5. Nous, on a des formes de jeu. On en a fait à l'infini. Donc, ce sont des formes de jeu, comme des systèmes de jeu, des petits systèmes de jeu. Et comme je le dis en rouge, ce n'est pas le check qui fait la différence, parce qu'il y en a des centaines, mais c'est la qualité et la précision des mouvements, comme un système de jeu en attaque de 5-5 ou un système sur une remise en jeu. Vous pouvez avoir tous les systèmes. Si on savait qu'il y en avait un qui était meilleur que les autres, tout le monde le ferait. Donc il y en a plein, il y a des tendances, il y a des périodes, il y a des modes. Il y a des modes, on va des courants, un entraîneur va réussir avec tel système alors que tout le monde va le copier. Voilà, ça c'est des modes. Mais au final, c'est la précision et la qualité des mouvements, des poses des écrans, le timing des déplacements, tout ça, la qualité, l'observation de la défense, etc., qui vont faire la différence. Donc, ce n'est pas le nombre de checks. Les checks, proprement dit, ils sont tous bons, ils ont tous des qualités. Voilà, c'est la qualité, c'est ce qu'on veut en faire, nous. Hein. Nous, on essaie d'avoir des checks qui sont spécifiques à nos joueurs et nos joueurs et à nos équipes. On peut avoir un check par joueur. Chaque joueur peut avoir son propre check qui va lui permettre de mettre en avant ses propres qualités. Si c'est un tireur, on va lui mettre un check qui va lui permettre de tirer loin. Si c'est un joueur intérieur, pour qu'il se retrouve sous le panier et en situation avantageuse. Voilà. Donc les checks sont basés sur les principes de jeu qu'on a vus au-dessus. Ça peut être du jeu au large. Volontairement, on va écarter le jeu au maximum pour favoriser du passé bas ou du jeu en mouvement. Ça peut être du jeu autour des écrans, écran porteur, écran non porteur, etc. Certains checks vont favoriser les tirs près du panier, certains autres vont favoriser les tirs à 2 points. Voilà. Et dans tous les cas, il faut bien lire la défense et puis jouer avec, quoi. Et puis utiliser les bons checks au bon moment. Si on a besoin du retard, si on a ou comme dans une situation, par exemple, ça c'est une situation vraiment unique et spécifique au 3-3. Je rappelle la règle. Vous êtes à l'égalité à la fin du temps réglementaire. Hein, un exemple, peut-être à 18-18 à la fin du temps réglementaire. À ce moment-là, il y a une situation de prolongation. La situation de prolongation au 3-3, c'est simple. L'équipe qui n'a pas eu la balle au début du match, parce qu'au début du match, vous avez un tirage au sort, l'arbitre lance une pièce qui nous fasse pour savoir qui va avoir la balle. Admettons, c'est l'équipe de France contre l'équipe d'Espagne. Et bien, l'équipe de France, l'équipe d'Espagne a la balle au début du match. Eh bien, en cas d'égalité, et c'est un exemple que je prends, mais c'est la finale de notre Coupe d'Europe, donc c'est pas non plus anodin. Finale de la Coupe d'Europe 2019, France-Espagne, féminin. Donc, on se retrouve à la situation d'égalité à la fin du match. Voilà. Donc, à ce moment-là, il y a une des deux équipes, celle qui n'a pas eu la balle au début, elle va avoir la balle. Et à ce moment-là, c'est la première équipe qui marque 2 points. Je dis bien 2 points, ce n'est pas 2 points d'écart, c'est 2 points. Donc, soit vous essayez de marquer pour avoir un bon tir à 2 points. Voilà. Donc, quand je dis ça, c'est les checks au bon moment. Ça veut dire que peut-être que si vous avez la balle sur une situation de prolongation, vous avez peut-être un moment qui va essayer de faire en sorte que vous allez avoir un bon tir à 2 points. Sachant que l'adversaire n'est pas bête et qu'il va tout faire pour l'empêcher. Ça, c'est évident. Et que des fois, on va mettre en place un mouvement qui va permettre d'avoir un tir à 2 points, mais qu'en définitive, la défense va anticiper et qu'on va avoir une situation de tir à 1 point. Voilà. Donc il faut utiliser aussi tout ce que va donner la défense. En tout cas, voilà, on a des checks. Et j'en ai positionné 6, mais je ne pense pas que je vais vous faire voir les 6. Ça me paraît peut-être pas très intéressant de faire voir 6. Au moins, en faire voir 2, et peut-être 2 autres, on verra bien. Alors, le check, il y a des numéros, 2, ça c'est pas grave. Okay. Alors, ça, c'est un petit mouvement
C'est un petit mouvement qui est tiré d'un… alors, ce sont que des mouvements qui sont des mouvements tirés de 5-5 que moi j'ai utilisé au 5-5. Ce mouvement-là, c'est pour les anciens comme moi, ça s'appelait UCLA Cut. C'est un mouvement de John Wooden dans les années 60 qui avait mis en place un mouvement à 3, vous savez, du jeu à 3 d'un côté, jeu à 2 à l'opposé, on faisait un mouvement, on passait, on coupait, l'autre venait faire un écran. Donc j'ai repris ce UCLA Cut pour l'adapter au 3-3. Voilà, alors avec, on va dire que le joueur numéro 2 ou la joueuse numéro 2 est notre tireur d'élite, hein, passe la balle au joueur intérieur qui est 3. Voilà. Le meneur de jeu ou le 1, le plus petit, va venir à ce moment-là faire un back pick. Okay. Donc peut-être que le 3 peut passer la balle directement au 2. Je n'ai pas fait la flèche, mais vous imaginez que si l'écran est bien fait, on peut peut-être avoir une opportunité de passe à l'intérieur du numéro 2. Voilà. Après son back pick, le 1 ressort. Il peut aussi avoir une bonne situation de tir à 2 points parce que si la défense s'embrouille un peu et qu'ils vont tous les deux, les défenseurs vont tous les deux sur le 2, et qu'il y a une mésentente, le 1 peut se retrouver seul et avoir un bon tir de loin ouvert. Sinon, bien, le 3 redonne la balle au 1 et vient poser un écran diagonal pour le 2 qui sort. Ça, c'est vraiment un grand classique du basket 5-5. Hein. Quand on voit au 5-5 les mouvements actuels basiques que toutes les équipes ont quasiment évidemment, avec, bon, cette fois-ci, il y a le 3, vous imaginez un autre joueur de l'autre côté, hein, et puis vous avez ce joueur en dessous là, qui sort à droite ou à gauche, on va retrouver exactement ça. Hein. Donc là-dessus, c'est une similitude. Hein, tout à fait ça. Donc évidemment, sur la sortie de balle du 2, on va regarder ce que va faire la défense, est-ce qu'ils suivent, est-ce qu'ils changent, est-ce qu'ils passent au-dessus, est-ce qu'ils passent en dessous. Donc tout ça, c'est analysé, bien évidemment. Et puis là, on va essayer d'obtenir un tir du numéro 2 à 2 points. Le numéro 1, vous avez vu qu'après ça passe, moi je l'envoie systématiquement au bon. Donc il part vers la zone actuelle, la zone de tir, à l'opposé du tir, pardon. Et le 3, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a posé son écran, le 3 s'ouvre pour essayer s'il y a pareil, une confusion défensive, hop, c'est lui qui a la balle, il est ouvert. De temps en temps, on inverse les écrans. De temps en temps, quand l'équipe adverse a compris, c'est le 2 qui vient faire un back pick au numéro 3 et qui sort ensuite. Donc ça, c'est une petite règle. Bon, voilà, ça c'est un exemple de check qui favorise plutôt le tir à 2 points. Et puis qui peut très bien se finir par un tir à 1 point. Le check numéro 3, voilà, alors c'est un autre exemple. C'est un mouvement que j'ai mis récemment. C'est un mouvement carrément que j'ai piqué à l'équipe de Ligue, que j'avais trouvé très intéressant, parce que c'est un mouvement qui mélange énormément d'actions de jeu. Il enchaîne du main à main, du pick and roll et du pick non porteur. Alors je le trouve intéressant, nous, même au niveau des entraînements, pour travailler notre défense. Parce que quand je travaille ça, je travaille sur 3 écrans. Et comme on sait que nous, défensivement, la défense sur l'écran, c'est vraiment la grosse difficulté de la défense 3-3, c'est la défense sur le pick and roll, sur les écrans de manière générale. Donc quand je mets en place ce check, là, je le mets en place parce que d'abord, je pense qu'il est efficace pour essayer de trouver un tir à 2 points. Mais en même temps, j'ai une visée aussi de le mettre en place à l'entraînement pour travailler les défenses. Voilà. Donc, je l'explique, vous voyez le schéma, mais on commence par un main à main entre le 1 et le 2, suivi tout de suite d'un pick and roll. Donc, vous voyez que la défense, quand même, elle doit se poser des questions. Est-ce qu'on change, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas? Et là, ça crée forcément ça peut créer des avantages offensifs. Donc, ensuite, on enchaîne le pick and roll. Voilà, donc il peut y avoir une action de jeu. On peut avoir une action de jeu directement entre le 2 et le 3. Le 2 peut très bien aller au panier. Et le 3, à ce moment-là, il enchaîne, s'il n'y a pas eu d'action, il continue son action. On a demandé au numéro 1 d'aller un peu dans le fond pour étirer dans un premier temps et de remonter derrière pour jouer un écran non porteur. Et vous voyez que le 3, après son écran, il flash au panier. Et toutes ces situations de jeu vont contraindre la défense à faire des choix défensifs, à faire en sorte qu'il y ait des mismatchs, donc des joueurs grands qui vont se retrouver contre des petits, donc plus lents, etc. Enfin, vous voyez tout le principe des écrans. C'est simplement de faire en sorte de créer des avantages, et de créer des avantages pour obtenir des tirs ouverts. Voilà. Donc voilà, par exemple, ce type de travail qu'on peut faire, sachant qu'il faut aller vite, hein, parce que je vous dis 12 secondes. Alors là, pour le coup, contrairement à tout à l'heure, où je vous l'ai dit, on était plus des attaques de 8 secondes, 9 secondes. Là, on est véritablement sur du 12 secondes, parce que quand on récupère la balle, on a vraiment la balle dans la main et hop, le décompte se fait. Donc, on a un petit peu plus de temps. Voilà, le check, on peut peut-être en voir un troisième, éventuellement, et puis après on enchaîne, parce que de toute façon, des checks, il y en a plein. Alors celui-là,
C'est un de nos préférés parce qu'il marche, très très bien et c'est à base de pick and roll aussi et c'est une recherche de tir près du panier. Un mouvement qu'on peut avoir, qu'on a complexifié un petit peu au départ, il était beaucoup plus simple. Il était beaucoup plus simple parce que c'était juste un pick and roll. Un pick and roll dans l'axe, point barre. Beaucoup d'équipes le font. Énormément d'équipes le font. Et l'oubli, c'est parce que c'est Ljubljana, en définitive, et c'est pas Ljubljana qui avait fait ça. Et sur les matchs de World Tour, et c'est vrai qu'il le faisait bien et c'était simple et ça marchait bien. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, on le reprend. Et nous, on l'a un petit peu complexifié, on l'a rendu un petit peu plus difficile à défendre en ajoutant au départ un main. Donc, au départ, on commence par une passe au niveau du coude. Numéro 3 qui remonte. J'insiste toujours pour dire au numéro 3, si jamais le défenseur anticipe et coupe la passe, part dans le backdoor, hein, parce que là, tu as tout le terrain au fond et tu es toute seule. Hein, si c'est Anna ou Kevin Core ou peu importe, chez les garçons. Donc voilà, mais sinon c'est une passe au niveau du coude et un petit main à main. Dans le petit main à main, on va retrouver un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le jeu posté, c'est-à-dire que quand vous coupez, vous avez l'opportunité d'avoir la passe au numéro 2 sous le panier. Parce que le défenseur numéro 2, il va, pendant une seconde ou deux, il va avoir un choix au niveau de la tête. Est-ce qu'il va garder la tête sur son porteur de balle ou il va tourner la tête? Voilà. Donc dans les deux cas, on peut jouer là-dessus. Donc s'il garde la tête sur son défenseur, il ne voit pas la balle arriver au-dessus de sa tête. Et donc si on a la chance d'avoir le numéro 3 qui est un bon passeur, il peut faire une petite passe lobée au 2 et il peut y avoir un tir facile. Bon, voilà. Ça, c'est une option. Ensuite, le 2, c'est un petit peu difficile parce que le 2, contrairement à d'habitude, il ne va pas continuer dans le sens de sa course, mais il va aller retourner dans son corner. Et là, on va mettre en place carrément notre pick and roll. Voilà. Et dans ce qui est intéressant dans ce pick and roll, qui est du côté du ballon, du coup, tout le monde est du côté ballon, c'est quand le joueur va rouler, il n'y aura pas l'aide défensive éventuelle. Vous voyez qu'il n'y a personne dans le corner. Donc, comme il n'y a personne dans le corner opposé, on ne peut pas mettre éventuellement une aide défensive. C'est-à-dire que si l'écran est bien fait, c'est très difficile à défendre. Et voilà, donc c'est un check qu'on utilise beaucoup, et il n'y a pas que nous, hein, beaucoup d'équipes l'utilisent, et sur lequel on peut scorer très vite. Alors, il y en a d'autres, moi je pense qu'il faut qu'on avance, c'est peut-être pas la peine, d'autant qu'il y aura peut-être pas mal de questions, mais vous les retrouverez sur le document que Christian va vous envoyer. Donc je préconise qu'on avance sur les checks, un petit peu, et qu'on passe à la fin. Alors, le mouvement offensif sur lancer franc peut être intéressant, mais il est tout à fait spécifique. Hein. Vous ne le retrouverez pas au 5-5, évidemment, parce que cette situation n'existe pas, bien sûr. C'est un mouvement offensif qu'on met en place sur lancer. On va essayer de scorer sur lancer franc. Voilà. Donc, nous sommes, c'est-à-dire que l'équipe attaque est en violet, hein, en bleu, et l'équipe qui tire le lancer franc, c'est les adversaires. Donc, vous voyez le numéro 1 qui est en le joueur numéro 2, qui est le tireur, hein, et je pensais notamment aussi, je reparle d'Angelo, mais parce que c'est vrai qu'on le faisait beaucoup avec lui, mais ça peut être n'importe quel joueur, bien sûr, hein, à partir du moment où vous allez essayer de mettre un joueur plutôt à droite, c'est mieux, eh bien, il va, au moment donné, au moment où le tireur va tirer son lancer franc, le joueur va aller dans le corner. Alors, il peut choisir le corner à droite à gauche. Là, effectivement, il choisit le corner où il n'y a pas de défenseur. Voilà. Sachant que au début, les défenseurs se positionnaient, non pas le numéro 2 comme vous le voyez à côté, mais ils se positionnaient près du numéro 1, dans la raquette. Et maintenant, comme ça marche bien, les défenseurs ils sont plus piégés, donc ils restent avec l'autre. Voilà. Donc, mais ça peut marcher encore. Hein. Donc, on va dans le corner. Donc, on peut penser que le tireur de lancer franc va marquer son lancer franc, même s'il le rate d'ailleurs. Mais s'il marque, hop, le rebondeur numéro 3 va récupérer la balle et tout de suite une passe très rapide dans le corner et puis un tir et toujours le rebond offensif. Et comme maintenant les équipes se sont habituées, eh ben, on a mis une petite variante en place, c'est-à-dire que le joueur il fait fin d'y aller et il revient sur son chemin pour essayer de ralentir le tireur de lancer franc, ce qui permet au 1 d'aller dans le corner et d'avoir un tir ouvert. Voilà. Bon, c'est des petites choses qui nous permettent peut-être de marquer un point de temps en temps. Voilà, ce n'est pas ce qui va faire la différence, mais bon, c'est toujours bien de l'avoir.
Et on peut encore arriver à piéger quelques équipes, notamment des équipes un peu moins expérimentées. Bon, les grandes équipes se font rarement maintenant piéger là-dessus. Voilà. Mais bon, c'était quand même intéressant de le noter. Bon, c'est pareil, c'est des petits mouvements travaillés à l'entraînement. Tout ça pour dire aussi, je reviens là-dessus pour peut-être faire comprendre aussi à tout le monde que, contrairement à ce que peut-être les idées reçues, c'est que c'est pas uniquement on arrive sur le terrain et puis on joue et puis voilà quoi. Non, il y a du travail, préalable, il y a du travail de construction. Nous, en tant qu'entraîneur, on n'a pas le droit d'intervenir sur le terrain, mais néanmoins, notre rôle est très important. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai voulu rajouter ça. Alors, c'est ce qu'il y a sur le PowerPoint de notre ce qu'on donne aux joueurs et aux joueuses, bien sûr, là-dessus. Et j'ai quand même souhaité le mettre parce que c'est quand même des choses un peu spécifiques, mais qu'on va retrouver aussi au 5-5. Alors, on va insister beaucoup sur la notion de prise de responsabilité, que ce soit en attaque et en défense. Au 3-3, c'est vrai qu'on ne faut pas trop, là, dans des situations trop longues, il ne faut pas trop réfléchir, il faut être dans le côté positif de l'instinct. Il faut oser, il faut se lâcher, il faut se faire confiance à son instinct, il faut se lâcher. Voilà. Et en défense, même si ce n'est pas le thème, c'est cette notion de responsabilité individuelle. C'est d'abord, je suis responsable de mon joueur. Je compte sur moi avant de compter sur les autres. Il n'y a pas d'aide défensive. Il y en a un peu, mais je ne compte pas trop dessus. Parce que si je compte trop dessus, je vais fragiliser notre défense. Donc j'ai intérêt à être très très bon en défense sur mon joueur, ma joueuse. Cette notion de responsabilité individuelle. Donc vraiment, la notion de prise de responsabilité individuelle, elle est prégnante au niveau du 3-3. Elle existe au 5-5 également, elle est très importante. Et je pense que justement, si on peut faire un parallèle entre les deux, les joueurs qui font du 3-3 et qui reviennent ensuite derrière, ils ont pris confiance, on en reparlait tout de suite. L'intelligence tactique, contrairement, je veux dire, à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un jeu de 1 contre 1 systématique, c'est de la lecture de jeu, de l'intelligence, de l'observation de la défense, de jouer juste, de penser vite, d'anticiper. Très important d'anticiper, toujours bien anticiper ce qui va se passer sur le terrain. La dureté mentale, c'est important, accepter la dureté physique du jeu, pas s'emporter parce qu'on est touché, parce qu'on reçoit des coups, parce que machin, rester sous contrôle malgré tout, maîtriser ses émotions dans la difficulté. Les matchs sont intenses, sont courts, donc il y a souvent des situations de stress en fin de match, de prolongation, des choses comme ça. Et il faut maîtriser ses émotions, il ne faut jamais lâcher, il faut se battre jusqu'au bout. Donc voilà, on continue. La dernière partie sur les aspects mentaux. Et là, sur la slide suivante, on va plutôt parler de la gestion de l'autonomie. Alors évidemment, c'est spécifique au 3-3. Au 3-3, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de coach sur le terrain. Les joueurs et les joueuses sont obligés de se gérer eux-mêmes pendant la période du match. C'est-à-dire qu'ils gèrent leur changement de joueur et le temps mort. Ils ont droit à un temps mort par match plus les 2 temps morts obligatoires. Ça fait un total possiblement de 4 temps morts. Voilà. Et donc, notre rôle d'entraîneur, c'est d'aider, de favoriser cette autonomie. Donc, de les aider, de rendre nos joueurs plus autonomes. Donc, en amont, en aval, avec du travail vidéo, des retours sur le match, des briefings, etc., on va, nous, apporter aussi notre vision extérieure. Voilà. Et on va les aider à s'organiser, à gérer cette autonomie. Donc, savoir reconnaître les situations de jeu, qui est-ce qui domine, quel adversaire est fort en ce moment-là, sur qui jouer, comment gérer les fautes. Je n'ai pas parlé des fautes, mais c'est vrai que c'est important. Vous savez qu'au 3-3, il n'y a pas de faute individuelle. On ne peut pas sortir pour 5 fautes, mais néanmoins, il y a des fautes collectives. À partir de la 6e faute, donc au bout de 6 fautes, à la 7e faute, chaque faute engendre 2. Si vous allez au-dessus, ça engendre 2 lancers francs plus la balle. Donc c'est très très important de connaître où on en est. Parce que si vous êtes trop dans la défense et que vous faites trop de fautes, vous allez vous retrouver pénalisé énormément. Les adversaires ils vont jouer là-dessus, ils vont vous provoquer et ils vont aller sur la ligne du lancer franc et vous allez perdre le match. Donc vous êtes en permanence en train d'observer ça. Il faut savoir combien vous avez de fautes, combien votre adversaire a de fautes, parce que s'il est effectivement dans la pénalité, il y a peut-être des choses à jouer de manière différente. Il faut peut-être aller justement provoquer un peu plus les fautes pour obtenir justement les réparations. Donc tout ça, c'est important. La communication, et là je fais un parallèle avec le 5-5 en tant qu'entraîneur de toute ma vie, et je pense que je ne suis pas le seul, on s'est arraché les cheveux à se demander comment on allait faire pour que nos équipes communiquent mieux. Moi, je sais que c'est un problème que j'aurais eu
j'ai eu toute ma vie à résoudre. J'ai essayé toujours de m'interroger pourquoi mes joueurs ne communiquent pas assez, voilà, pourquoi ils me mélangent. Bon, peut-être que voilà, les Américains sont un peu meilleurs que nous, je trouve, dans ce domaine-là. Je trouve qu'ils communiquent mieux, etc. sur le terrain. Nous, on est assez frileux sur la communication sur le terrain. Et souvent, voilà, les entraîneurs voudraient que leurs joueurs communiquent un peu plus. Voilà. Donc, au 3-3, on est obligé de le faire. Donc, voilà. Donc, ça peut être un parallèle assez intéressant. Est-ce qu'il y a un transfert? Ça, c'est difficile à dire. En tout cas, voilà. En tout cas, je pense que si les joueurs s'habituent à beaucoup parler au 3-3, à beaucoup se concerter, s'exprimer, s'écouter, parce que ce n'est pas le tout de s'exprimer, il faut s'écouter. Parce que vous êtes dans le stress du match, hein, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'informations. Voilà, il faut que chacun puisse s'exprimer, etc. Donc, il y a tout un travail à faire. D'ailleurs, mon ami Yann Julien a commencé une étude sur les temps morts. Donc, on va travailler encore à nouveau pour essayer d'améliorer encore tout ça, cette notion de temps mort, quelle information il faut faire passer, qui va prendre la parole, etc. C'est des choses aussi qu'on essaie d'améliorer. Voilà. Le respect des coéquipiers, donc ça, on l'a dans tous les cas. Voilà. Et effectivement, il n'y a pas de coach qui fait la police hein, sur le terrain, donc il faut une maîtrise de soi, il faut une maîtrise du groupe. C'est pour ça qu'il faut que le groupe s'entende quand même bien, très très bien sur le terrain. Voilà, ça ne veut pas dire que ça explose pas de temps en temps, qu'il n'y a pas des frictions, c'est évident, mais en tout cas, voilà, pendant le match, il faut vraiment faire un consensus, vraiment une unité totale et faire preuve d'une grande solidarité, notamment dans la difficulté, pour ne pas exploser. Voilà, parce que ça va très très vite. Hein. Un joueur qui explose pendant 30 secondes, c'est des points marqués par l'adversaire. Voilà. Pour terminer en guise de conclusion, j'ai essayé de faire refaire un peu le parallèle. Alors, les fondamentaux offensifs du 3-3-5-5, est-ce que c'est transposable? Moi, je pense que il y a évidemment des spécificités dans les deux. Dans le 3-3, dans le 5-5 nécessairement de la même manière, mais ça s'appuie quand même sur des fondamentaux communs, comme on l'a vu quand on passe de pick and roll. Voilà, ça reste du basketball. Je veux dire, les bases sont communes. Du reste, tous les entraîneurs, moi j'étais un adepte de la formule à jeu réduit. Mon maître Michel Rat, que certains d'entre vous connaissent, m'a formé quand j'étais étudiant à l'Université de Caen sur la notion du jeu à 3. Rappelez-vous, c'était son truc à lui. C'était pas du 3-3, mais c'était des situations de jeu à 3, sur quart de terrain, sur demi-terrain, sur tout terrain. J'ai énormément fait de situations de jeu à 3. On le fait tous, hein, tout le monde le fait, des remontées de terrain, du 3 contre 2, avec du retour de contre 1, du 3 contre 2 avec un joueur qui arrive en retard, ça fait du fini en 3 contre 3, sur des contre-attaques, sur demi-terrain, du 3 contre 3 sur demi-terrain, quart de terrain où on va travailler des systèmes de jeu, des bouts de systèmes de jeu. On le fait tous, et c'est très important. Et comme disait mon ami Bernard, je ne sais pas s'il m'écoute, mon ami Bernard Grosgeorges, qui n'est pas lui qui va me démentir, mais le jeu réduit est excellent pour la formation du joueur. Il a écrit des choses dessus. Il serait capable de vous parler pendant des heures là-dessus, je suppose. Mais le jeu réduit est fondamental pour la formation du joueur. Donc le 3-3 est une forme de jeu réduit. Hein. Donc je disais tout à l'heure, au début, c'est une formidable discipline que j'adore, mais c'est aussi un outil de travail pour les entraîneurs. Donc voilà, pas hésiter. Donc selon moi, c'est peut-être un petit peu réducteur, mais enfin voilà, le 5-5 apporte au 3-3 toute la technicité, les bases du jeu tactique collectif. Ça c'est sûr, c'est les bases, ça vient du 5-5. C'est évident qu'on va replacer là. En revanche, le 3-3 peut apporter au 5-5 une forme de spontanéité, de lecture de jeu, de créativité, de prise de décision. Et comme je disais tout à l'heure, que je dis souvent, c'est une formule que vous trouvez, le 3-3 est un excellent accélérateur de confiance en soi. Et ce n'est pas moi qui le dis, les joueurs et les joueuses qui viennent en équipe de France, qui sont des joueuses qui ne sont pas des débutants. Et les joueuses, pour la plupart, jouent en Ligue féminine. Certaines ont joué cette semaine en Euroleague. Les joueurs, certains jouent en JP Elite, d'autres en Pro B, d'autres en NM1. Voilà. Ce sont des joueurs qui jouent depuis des années, qui ont une expérience, un bagage énorme. Voilà. Mais néanmoins, souvent, ils repartent d'un stage et ils me rappellent une semaine, 10 jours après, je me suis senti bien à l'entraînement où j'étais bon en match, j'ai pris des initiatives que je ne prenais plus, j'ai retrouvé confiance en moi. Voilà.
Donc, si ça peut avoir au moins ça, ce rôle-là, eh ben, il ne faut pas s'en priver. Et, voilà, donc pour moi, et en guise de conclusion avant vos questions, les deux disciplines sont partage entre les coéquipiers, c'est un sport collectif, hein, l'amour du jeu, le plaisir qu'il procure, on va le retrouver dans les deux. Voilà. Et ben, après, chacun, je vous dis, chacun fait sa route, mais en tout cas, sur une formation commune du joueur, du jeune joueur hein, jusqu'à l'âge adulte, je pense qu'il faut travailler les deux disciplines conjointement et ce ne serait pas idiot que les jeunes qui s'entraînent dans les centres de formation, dans les pôles, puissent davantage utiliser le 3-3, ils s'entraîner au 3-3, faire du 3-3, parce que je pense que c'est un transfert magnifique pour le 5-5 aussi, et qu'il est source vraiment de progrès pour les joueurs.